compreniez, surtout en partant d'ici, qu'on change de monde, on change de culture. Alors évidemment, il faut faire en sorte que nos enfants soient introduits le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles aux différents types d'écrans, mais même en faisant en sorte de veiller à toutes les préconisations dont je vais vous parler, il faut que vous sachiez que de toute façon, nos enfants sont radicalement différents de nous, et les enfants de nos enfants seront radicalement différents de nos enfants. Le monde évolue extrêmement vite, la technologie évolue extrêmement vite, et lorsqu'un être humain utilise une technologie, ben, il se transforme. Vous voyez, 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, donc ça a démarré en 2008. Donc en 2008, vous vous souvenez peut-être, il y avait une chaîne de télévision, 2 chaînes de télévision pour les bébés, qui ont essayé de se lancer sur le sol français en émettant du territoire anglais. Une chaîne qui s'appelait Baby TV et une autre qui s'appelait Baby First. Et à ce moment-là, on est un certain nombre à avoir lancé une grande campagne, c'était en 2006, pour faire obstacle à ces chaînes de télévision. Et le slogan a été « Pas de télé avant 3 ans ». Et comme pas de télé avant 3 ans, ça sonnait moins bien l'oreille que pas d'écran avant 3 ans, on a lancé « Pas d'écran avant 3 ans ». Puis depuis, les écrans sont beaucoup compliqués. Il y a les tablettes, il y a les smartphones. Et aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a autant de préconisations que d'écrans. Mais on fait à la louche, voilà, sauf si vous avez des questions très précises sur un écran ou sur un autre. Voilà, donc les parents m'ont dit en 2007, ben oui, on a bien compris, éviter les écrans, c'était la télé à l'époque avant 3 ans, et après qu'est-ce qu'on fait? Donc je me suis dit, ben oui, il faut faire des propositions, donc vous voyez, c'est 6 ans, 9 ans, 12 ans, donc 6 ans c'est l'entrée en CP, 12, 9 c'est l'âge où l'enfant sait après lire et écrire, il a très envie d'aller sur Internet, et 12 c'est l'âge où l'enfant est en pleine puberté et il va de plus en plus chercher ses repères en dehors de la famille, voilà. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas de questions vraiment, parce que ça serait mieux de partir d'une question. Alors, sinon, on prend dans l'ordre, on peut prendre 0, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, ça peut être le mieux. Voilà. Alors avant, je veux juste vous dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec les technologies numériques. 4 grands domaines au moins, une révolution dans la relation au savoir, c'est le modèle Wikipédia, tout le monde contribue à la construction des savoirs, c'est plus seulement les savants, les clercs, mais tout le monde, et ça c'est très très important. Je pense que vous êtes allé consulter Wikipédia, mais essayez de changer un jour quelque chose sur Wikipédia, un domaine que vous connaissez un peu, c'est très instructif, vous comprendrez mieux que Wikipédia c'est pas un nouveau média qui s'ajoute aux autres, on consomme la télévision, on consomme le cinéma, on consomme les jeux vidéo, on fabrique Internet. Chaque fois que vous allez sur Internet, fabriquez Internet. Voilà, donc ça c'est le modèle Wikipédia, des savoirs conçus aujourd'hui collectivement. Le deuxième grand bouleversement, c'est dans les apprentissages. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des images à peu près partout, même dans les livres de physique, les livres de mathématiques. Et les images mobilisent des formes d'intelligence différentes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'intégrer des enfants différents dans le circuit scolaire. Des enfants qui ont des formes d'intelligence différentes, des formes d'intelligence imagée notamment. Voilà. Et puis des formes d'attention différentes aussi. Des enfants qui ont des formes d'attention très concentrées. Et ils ont de la peine à lire des livres, mais ils peuvent être très performants sur des très courtes durées. Donc, je dis tout ça parce qu'il faut bien comprendre que tous les changements apportés par le numérique ne sont pas forcément des changements problématiques. Ce qui est problématique, c'est l'utilisation excessive que certains peuvent faire du numérique. Alors, quand je dis excessive, je veux dire en fonction de l'âge. Dire, si à vous, adultes, vous passez 5 heures sur Photoshop le week-end, c'est votre vie. Mais si un enfant à la sortie de l'école passe 5 heures sur un jeu vidéo, c'est la même durée, mais c'est très problématique. Donc, vous voyez, c'est relatif. Il faut toujours le rapporter à l'âge de la personne, à ses activités, à ses centres d'intérêt, à ce qu'il fait. Donc, changement dans le registre de l'attention. Il y a des gens qui sont maintenant capables d'avoir des attentions de très courte durée, et pas forcément négatif. Ça permet des apprentissages très rapides. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des fameux MOOC, que c'est des cours interactifs qui durent 3-4 minutes sur Internet. 3-4 minutes, c'est pas grand-chose, mais ça permet, si on le consulte sur son téléphone mobile le matin, à midi et le soir, ça permet d'apprendre des trucs quand même. Bouleversement aussi dans la relation à l'identité. Les jeunes aujourd'hui comprennent que ils vont avoir plusieurs vies successives. Si vous demandez à un jeune qu'est-ce qu'il va faire plus tard, souvent il n'en sait rien. Mais quand il commence à en savoir quelque chose, il ne s'engage pas dans l'idée qu'il va le faire toute sa vie. Puis il a bien raison, parce que les métiers évoluent très vite. Les métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui, personne n'en avait idée il y a 10 ans. Et les métiers qui sont les plus demandés dans 10 ans, personne n'en a idée aujourd'hui.
Pour ça qu'on dit toujours que ce qu'il faut apprendre aux enfants, c'est la plasticité. Être capable de se décider vite, de sauter sur l'occasion, de changer de point de vue. Voilà. Et puis, quatrième grand domaine, bouleversé actuellement, c'est la relation à la sociabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociabilités s'organisent par centre d'intérêt partagé. Ça veut dire que c'est pas parce que vous fréquentez, pas parce que vous êtes sous le même toit, pas parce que vous fréquentez la même école, pas parce que vous fréquentez la même entreprise, pas parce que vous allez boire un café dans le même café que les autres consommateurs, que forcément vous partagez les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Et cette sociabilité nouvelle, par centre d'intérêt partagé, elle se fait évidemment par les outils numériques. Ce qui a une conséquence importante pour la vie des familles, c'est que soit vous arrivez à intéresser vos enfants à vos propres centres d'intérêt, c'est formidable, soit, si vous n'y arrivez pas, ben vous n'avez pas d'autre moyen pour garder le contact avec eux que de vous intéresser à leur centre d'intérêt. Vous intéressez aux jeux vidéo, s'intéresse aux jeux vidéo, aux youtubeurs, s'intéresse aux youtubeurs, aux réseaux sociaux, s'intéresse aux réseaux sociaux. Voilà. Pardon. Ça, c'est très important que vous le compreniez parce que beaucoup de parents se désespèrent de perdre le contact avec leurs enfants. Mais en fait, l'explication est souvent assez simple. C'est que comme les parents ne s'intéressent pas au centre d'intérêt de leurs enfants ont tendance à penser que leurs parents méprisent leur centre d'intérêt. C'est parfois vrai, c'est parfois faux. Mais si un parent ne pose jamais de questions sur ce que leur enfant fait, aime, sur les liens qu'il établit via Internet, sur les plateformes qu'il explore, sur les youtubeurs qu'il adore, et bien à ce moment-là, l'enfant est tenté de penser que si ses parents ne lui posent pas de questions, c'est parce que ses parents pensent que ce qu'il fait n'a pas d'intérêt, c'est méprisable, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine qu'on en parle. Et à ce moment-là, l'enfant ne dit plus rien. Il ne parle plus de ce qu'il découvre sur Internet, il ne parle plus de ses centres d'intérêt, il ne parle plus de ses jeux vidéo. Dans la foulée, il ne parle plus de rien. Donc si en tant que parent, vous voulez garder un contact avec vos enfants, et que vous vous intéressiez ou pas aux jeux vidéo, l'important c'est que régulièrement, vous posez des questions sur ce que votre enfant y fait. Bien que vous ignoriez probablement tous tout de ce qu'est le golf, si un jour votre enfant gagne un lot dans une loterie et que ça lui offre une journée de golf, je pense que le soir, quand il rentrera, vous aurez à cœur de lui dire « Alors mon chéri, tu t'es bien amusé, tu as bien joué, comment tu y joues, montre-moi, mime-moi, tu as joué avec des gens adultes, avec des enfants, avec des garçons, avec des filles, tu as gagné, tu as perdu. » Posez des questions rituelles. Si votre enfant joue aux jeux vidéo, posez les mêmes questions. Dans quel pays tu es allé, à quoi ça ressemblait, voilà, montre-moi, explique-moi, contre qui tu as joué, tu as gagné, tu as perdu. Et simplement ça, mais ça vous permet de garder un contact avec vos enfants. On n'est pas obligé de connaître les jeux vidéo, on va juste aller voir un petit peu sur Internet à quoi ça ressemble, pas demander à vos enfants s'ils ont bien combattu avec une hache à deux mains dans un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout. Mais ça, vous allez voir un peu le jeu sur Internet, vous avez compris tout de suite. Voilà, donc bouleversement des relations dans la sociabilité, déjà, vous voyez, déjà on tient un fil rouge, qui est le fait de parler avec les enfants de ce qu'ils ont vu sur les écrans, de ce qu'ils font avec les écrans. Alors si vous n'avez pas de questions, on va voir 3, 6, 9, 12 en pratique. Hein. Voilà, alors 0,3, l'enfant vient au monde, alors quand il vient au monde, vous savez qu'il y a déjà des mamans qui n'ont lieu que pour leur téléphone mobile. Les gynécologues le disent, le bébé sort du ventre de la maman et la maman tape sur son téléphone mobile, quel moment merveilleux je vis. Et puis elle envoie ses listes de diffusion, puis le bébé attend. Voilà. Le bébé qui vient du monde comme ça maintenant. Alors, d'une certaine manière, c'est dans la salle d'accouchement, mais déjà, il y avait des précédents, hein, puisque vous savez qu'il y a eu une époque où des mères, des jeunes accouchés ne voulaient pas avoir une chambre, une chambre avec leur bébé dans laquelle il n'y avait pas la télé. Il fallait qu'il y ait la télé. Maintenant, ils ont leur smartphone, ils ont leur tablette, donc la télé ne peut pas fonctionner. Mais beaucoup de parents accordent beaucoup d'importance aux écrans, et donc le bébé vient au monde dans un milieu social, dans une famille, où les adultes autour de lui peuvent être très occupés par les écrans. Et donc, du coup, le bébé, il va être aussi très intéressé par les écrans. Dans l'intérêt d'un bébé pour les écrans, il y a l'intérêt de l'écran en soi-même, hein, ça clignote, ça brille, c'est coloré, mais il y a aussi l'intérêt du bébé pour l'objet qui fascine les adultes. Et comme je dis toujours, si un adulte rentre dans la chambre de son bébé en frottant son smartphone, l'enfant va avoir envie de frotter le smartphone. Si l'adulte rentre dans la chambre de son bébé en essayant de jongler avec 3 mandarines, le bébé, dès qu'il va voir une petite boule orange, il va se précipiter dessus, il va essayer de la lancer en l'air. Le bébé est d'abord un formidable imitateur. Donc ça veut dire que si vous voulez bien introduire vos enfants
dans le monde des écrans, il faut que vous commenciez à réguler votre propre consommation d'écran. Bon, j'espère que vous n'allez pas me maudire de vous dire ça, mais en fait, il faut commencer à réfléchir à comment on va gérer les écrans dès la grossesse. Si j'adore faire de la montagne et que je décide d'avoir un enfant, probablement le gynécologue va me dire, vous savez, quand vous serez enceinte, quand vous aurez accouché, vous ne pourrez pas faire autant de montagne. Je dis, oui, j'y réfléchis. Imaginez un pédiatre qui vous dit, un pédiatre, un gynécologue qui est avant l'accouchement, qui vous dise, ben vous savez, quand vous aurez un bébé, vous ne pourrez pas utiliser votre smartphone pareil. J'en dirais, comment ça, je ne pourrais pas utiliser mon smartphone pareil? Ben non. Parce que chaque fois que vous serez avec votre bébé, si vous avez en plus votre smartphone, ben votre bébé deviendra un bébé accro au smartphone. C'est inévitable. Donc, du coup, ben, il faut réfléchir aux choses en amont. Donc 0,3, hein, pour aller vite, ça veut dire qu'entre 0 et 3 ans, on sait que les écrans n'apportent rien à un enfant. Il n'y a pas de bon écran, hein, quel que soit ce que vous en disent des bonimenteurs qui veulent vous vendre leurs produits numériques. Il n'y a pas de bon écran avant 3 ans. Il y a par contre de bonnes relations entre un adulte et un enfant, et ces bonnes relations, parfois, elles peuvent passer par le fait d'utiliser un écran pendant 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas. Mais c'est toujours des durées très courtes et en usage accompagné. Comme c'est un peu compliqué à faire comprendre, il y a des gens qui disent pas d'écran avant 3 ans, comme ça paraît plus carré. Voilà. Ceci dit, on le répète, mais ça ne change pas vraiment le paysage. Hein. Voilà, parce que c'est ça. Voilà. Bon. Non, c'est pour ça que le bon conseil, c'est plutôt réguler votre propre consommation d'écran. On ne prêche bien que par l'exemple. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc 0,3 ans, donc tout le temps d'écran, tout le temps qu'un bébé a entre 0 et 3 ans peut passer devant un écran, c'est du temps qui lui est ôté pour ses apprentissages essentiels, ses apprentissages du langage. On ne parle pas à un écran. Après, reconnaissance des mimiques, on n'interagit pas avec un écran avec des mimiques. Hein. L'écran ne nous sourit pas, ne fait pas la gueule comme un adulte s'occupe d'un bébé. Et puis, apprentissage de la concentration, il faut que le bébé apprenne à se concentrer. Et il le fait en se concentrant, comme vous avez appris à nager en nageant, le bébé apprend à se concentrer en se concentrant, donc il faut qu'il y ait du temps tranquille pour ça. Et puis, le quatrième domaine, c'est évidemment la motricité, les mouvements du corps, et puis bien sûr la capacité d'apprendre à utiliser les 7 doigts. Et donc c'est ces 4 choses qui sont entravées chez le bébé quand il passe trop de temps devant un écran. Alors trop de temps, ben, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, le bébé, il n'a pas beaucoup d'heures d'éveil dans la journée, parce qu'il a beaucoup de temps à dormir. Donc le peu d'heures d'éveil qu'il a, il faut le plus possible qu'il interagisse de façon, comme on dit, multimodale, c'est-à-dire à travers ses 5 sens, avec des humains. Et puis après, quand il dort, les mêmes humains vont aller voir leur spectacle en streaming, en podcast, évidemment. Mais dès que le bébé se réveille, hop, on s'occupe du bébé. Madame? Je vous entends pas, il y a un micro, je pense, pour vous. Quand vous êtes enceinte, on vous recommande de ne plus faire de randonnée en montagne. Oui. Ça me fait penser aux pères à qui on ne recommande pas spécialement d'arrêter leurs activités quand leur femme est enceinte, quand ils ont un enfant. Et du coup, voilà, je me dis peut-être à eux aussi, on pourrait leur faire quelques recommandations. Oh, mais bien évidemment, bien sûr, au niveau du smartphone, c'est les mêmes recommandations pour les 2 parents. Hein. Mais alors on peut y ajouter des recommandations en plus, mais en tout cas au niveau des objets numériques, qui est le domaine qui m'intéresse, c'est exactement les mêmes recommandations pour le monsieur et pour la madame, ou pour les 2 messieurs ou pour les 2 madames, enfin pour le couple des parents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc 0,3 c'est assez simple à dire, hein, c'est plus compliqué à faire, parce qu'évidemment il y a beaucoup de parents qui ont un rythme de vie qui les oblige à trouver un moyen pour occuper leur bébé une demi-heure de temps en temps, voire une demi-heure par jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, alors si vous êtes dans cette situation-là, d'abord préférez les comptines. Essayez de mettre des comptines, vous les chantez un petit peu avec l'enfant, voilà, et puis essayez de jouer un petit peu avec l'enfant à des jeux, parce que si vous jouez un petit peu avec un jeu, quel qu'il soit, un petit jeu, quoi, que ce soit les cubes, les petites souris, plein de peluches, tout ce que vous voulez, dès que vous jouez un jeu avec un enfant, eh bien, dès que vous cessez de jouer avec l'enfant, il va continuer à jouer tout seul, parce que ça sera comme s'il était avec vous. Vous resterez présent à l'intérieur de lui. Et donc vous jouez 10 minutes avec un enfant, il joue 20 minutes tout seul. Vous ne jouez pas avec un enfant, il ne joue pas tout seul.
Ou alors il va jouer tout seul après une demi-heure, après avoir tourné en rond, chercher un... Évidemment, on peut dire, bon ben voilà, il arrive toujours à s'occuper. Ben oui, mais c'est quand même beaucoup mieux pour lui si vous jouez un petit peu avec lui, parce qu'il intériorise votre présence à l'intérieur de lui. Donc si vous avez l'obligation, du fait de votre rythme de vie, de mettre de temps en temps un quart d'heure, 20 minutes, un enfant devant un écran avant 3 ans, eh bien essayez de respecter ça. Préférez toujours les comptines à l'écran et jouez un petit peu avec lui et vous verrez, vous pouvez éviter l'écran beaucoup plus facilement. Mais si vous commencez à rentrer dans la logique de l'écran est tellement captivant qu'il va évidemment toujours le réclamer. Donc ça, pour les dames enceintes ici, ou qui ont un bébé tout petit, commencez par les comptines et le jeu, et puis souvent ça se gère bien. Alors à partir de 3 ans, ben, on va commencer un petit peu les écrans, et voilà, si un enfant peut commencer à les regarder un peu tout seul, et on va essayer de respecter 2 principes très très importants. Le premier principe, ça va être de fixer une tranche horaire. C'est-à-dire, vous ne dites pas au tout petit, ben écoute, tu veux la télé, allez hop, je te mets la télé. Et puis au bout d'une demi-heure ou au bout d'une heure, non, quand même, ça fait trop la télé, j'éteins la télé. Il grimpe au rideau à ce moment-là, chacun le sait. Donc vous lui dites, voilà, la télé, c'est par exemple entre 5h et 5h30, ou entre 5h et 6h, voilà. Et vous préférez les DVD, parce qu'il peut regarder plusieurs fois de suite les mêmes films. C'est un petit peu comme traditionnellement, quand on raconte une histoire à un enfant, il réclame toujours la même. Et si vous avez 3 DVD, vous verrez, il prendra en général toujours le même, il se mettra toujours le même épisode, et il se familiarisera avec cet épisode comme un enfant qui réclame toujours la même histoire. Donc vous le faites dans une tranche horaire fixe que vous définissez, et vous lui dites, par exemple, c'est entre 5h et 5h30. Alors évidemment, il ne va pas comprendre ce que ça veut dire, mais il va comprendre en tout cas que les écrans, c'est en durée limitée. Et puis, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il ne comprend pas qu'il faut renoncer à le lui dire. Quand une maman fait de la purée et du poisson à son bébé, elle ne s'interdit pas de lui dire « Mon chéri, je t'ai fait de la purée et du poisson », parce qu'il n'y a pas tout d'un coup une petite lumière rouge qui s'allume dans sa tête et qui lui dirait « Mais t'es bien bête de lui parler de purée et de poisson, il ne sait pas ce que c'est, il ferait mieux de te taire ». Non, la maman, elle dira à son bébé « Mon chéri, je t'ai fait de la purée et du poisson », parce que la maman a compris intuitivement que le langage, c'est pas fait pour expliquer au bébé ce qu'il connaît, c'est fait pour l'introduire à des catégories qu'il ignore. Donc du coup, vous introduisez le bébé aux catégories de la temporalité. Alors évidemment, au début, il va ramer un peu, puis petit à petit, il va se familiariser avec. Donc premier conseil, fixer une tranche horaire, ça sera la tranche horaire écran. Et puis le deuxième conseil, même tout petit, même dès 3 ans, vous parlez avec lui de ce qu'il a vu. Vous parlez avec lui de ce qu'il a vu parce que les écrans, ils ont beaucoup d'avantages, beaucoup. Mais il y a un avantage qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'encouragent pas à raconter. Ils n'encouragent pas à fabriquer des phrases. Ils n'encouragent pas ce qu'on appelle en psychologie la compétence narrative, de pouvoir raconter. Raconter mes vacances, raconter le film que j'ai vu, me raconter. Raconter ce que j'ai éprouvé, raconter ce que j'ai vécu. On commence par raconter le monde, puis on se raconte soi-même. Et quand quelqu'un est capable de se raconter, de raconter le monde, il n'est jamais tout seul. Toujours des gens pour l'écouter. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui savent raconter. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent du temps dans la télé ou devant les jeux vidéo. Or, ni la télé, ni les jeux vidéo n'apprennent à personne à raconter. Et qu'est-ce qui apprend à raconter? C'est comme on apprend à nager en nageant, on apprend à raconter en racontant. Donc vous dites à votre enfant qui a 3 ans, eh ben voilà, t'as regardé Petit ours brun, moi j'ai pas eu le temps, il a fallu que je téléphone à ma grand-mère, que je fasse la cuisine, alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et votre enfant commence à raconter un petit bout de phrase, parce que l'enfant il ne va pas vous raconter l'histoire, il va vous raconter l'image qui l'a intéressé. Par exemple, le bonhomme neige, il a perdu son nez. Ouais, il a perdu son nez, mais c'était quoi son nez? Une carotte. Et il a mis une carotte pour le nez. Oui, d'où elle venait la carotte? De la cuisine. Oh, la carotte, elle venait de la cuisine, elle est mise pour le nez. Voilà, ça vous fait rire, mais faites ça avec un enfant, vous verrez, c'est formidable, parce que vous allez l'aider à construire des phrases. Pas la peine d'avoir bac plus 10. Hein. Je veux dire, c'est simplement l'idée qu'on va accompagner le récit. Et si vous faites ça régulièrement, ben votre enfant d'abord il fera des progrès formidables dans le langage, et puis il continuera à vous parler en grandissant de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Et sans jamais regarder Game of Thrones, vous connaîtrez Game of Thrones, sans jamais regarder Good Doctor, vous connaîtrez Good Doctor, sans jamais aller sur Fortnite, vous pourrez lire des articles sur Fortnite, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et ça, vous verrez, ça vous changera la vie. Vous vous sentirez plus déphasé. Tout ça parce que quand votre bébé était petit, vous aurez tout simplement parlé avec lui de la carotte que faisait le nez de Petit ours brun qui était tombé. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, vous voyez, ces 2 consignes à partir de 3 ans, fixer une tranche
une tranche horaire d'écran, et demander à l'enfant de parler, à l'époque, à cet âge-là, de ce qu'il voit sur les écrans. Et il faut comprendre que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, si on veut prendre les choses de manière très générale, hein, d'intégrer les écrans dans la culture, d'intégrer les écrans dans la vie sociale. Regardez la nourriture. Se nourrir, c'est pas compliqué. On fait cuire du riz, on fait cuire des pâtes, et puis chacun, on met la marmite dans une pièce, et puis chacun avec ses doigts, quand il a faim, il en prend. Bon, c'est comme ça qu'on se nourrit normalement. Eh bien non, vous allez me dire, nous, on se met à table, on met l'assiette, on demande à l'enfant de bien se tenir, d'apprendre à tenir son couteau et sa fourchette. C'est-à-dire que la nourriture, elle a été civilisée, elle est rentrée dans une culture. Et bien de la même manière, il faut que les écrans rentrent dans une culture. On ne mange pas à toute heure du jour et de la nuit, on mange à heure fixe. On ne regarde pas les écrans à toute heure du jour et de la nuit, on regarde les écrans à heure fixe. C'est valable pour vous aussi. Je vous conseille de consulter vos mails à heure fixe tous les jours, d'écouter votre smartphone à heure fixe tous les jours, d'aller sur les réseaux sociaux à heure fixe tous les jours. Vous en porterez beaucoup mieux. Parce que le reste du temps, vous aurez l'esprit complètement libre pour faire autre chose. Et donc, même chose, bon, qu'est-ce qu'on fait à table? On apprend à bien se tenir, et on apprend à s'asseoir. Vous avez levé le doigt? Oui. D'accord, attendez, je finis ma phrase, je ne l'avais pas vu. Et donc, de la même manière, ce qui va être important, c'est de fixer autour des écrans un certain nombre de règles. Et vous voyez, donc la règle, donc on ne grignote pas toute la journée, mais on pourrait dire aussi, les écrans, on les partage. Voilà, les bons écrans, on les partage, on en parle avec les autres. Voilà. Vous voyez, en fait, tout ce que je peux vous dire sur 3, 6, 9, 12, ça revient à une seule chose, c'est qu'il faut civiliser les écrans. On dit ça plus simplement, on dit apprivoiser, en fait, c'est civiliser, c'est apprendre à s'en servir, apprendre à s'en passer. Madame. Oui, par rapport à la tranche horaire à fixer, pour les week-ends, on peut élargir un petit peu les week-ends. Est-ce qu'il faut absolument faire la même tranche horaire, ou on peut dire justement le week-end on a un petit peu plus de temps, donc ça peut permettre... Alors, il ne faut pas penser les écrans en termes de tranche horaire, c'est ce que peut-être je n'ai pas encore expliqué assez clairement. Il faut penser les écrans en termes d'activité utile ou inutile. Ça veut dire quoi une activité utile? C'est une activité qui enrichit la vie. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'enrichir la vie, la socialisation et la création. La socialisation et la création. Donc à chaque écran que vous utilisez ou qu'utilisent vos enfants, il faut toujours penser à toujours la même question. Est-ce qu'il y a socialisation? Est-ce qu'il y a création? Alors, ça permet tout de suite de sauter à 6, parce qu'avant 6 ans, il n'y a pas vraiment d'écran créatif, il n'y a pas vraiment d'écran socialisant. Les écrans créatifs, ils apparaissent à partir de 6 ans, et les écrans socialisants à partir de 9-10 ans. Je veux dire socialisant dans le groupe de pairs, dans le groupe de camarades. Donc en revanche, dès 3 ans, vous allez rendre les écrans socialisants parce que vous allez demander à votre enfant de vous en parler. Donc en demandant à votre enfant de vous en parler, vous socialisez les écrans. Mais ce n'est pas une socialisation interne aux écrans. Oui. En revanche, à partir de 8, 9, 10 ans, quand votre enfant commence à jouer aux jeux vidéo, il peut jouer en réseau. Et donc il peut jouer avec ses camarades de classe. Donc il discute la journée avec ses camarades de classe, et puis le soir, il peut les retrouver pendant 1 heure à l'intérieur d'un jeu vidéo. Donc c'est une autre forme de socialisation. Vous le voyez, à parler, il a un casque, il parle à ses copains, voilà. C'est une forme de socialisation. Puis à partir de 6 ans, vous avez des logiciels assez créatifs, comme Scratch, comme des logiciels de fabrication de films image par image, sur tablette, notamment tablette Apple en accès libre. Scratch est en accès libre, les logiciels de Stop Movie sont en accès libre sur tablette Apple. Donc à partir de 6 ans, puis le jeu comme Minecraft, à partir de 6 ans, il y a vraiment des espaces de création possibles. Avant 6 ans, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'entre 3 et 6, la socialisation, c'est uniquement vous qui allez la faire, en invitant l'enfant à parler de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Et puis la création, faut essayer de prendre des logiciels moins cons que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de trucs créatifs entre 3 et 6 ans. Je veux dire, il y a des trucs qui sont créatifs pendant 30 secondes, 1 minute, mais après ça tourne en rond. Parce que la puissance de calcul des machines n'est pas assez grande pour vous donner des trucs créatifs sur la longue durée. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Quand vous parlez d'écran créatif avant 6 ans, là vous entendez l'enfant seul face à l'écran?
Oui. Parce que tout peut devenir créatif si vous le faites avec un enfant. Mais autant dessiner avec lui à ce moment-là. Vous citiez le stop motion, par exemple, les enfants peuvent être réceptifs à ça avant? Oui, alors s'ils sont réceptifs avant, c'est formidable, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont même pas réceptifs après. Donc s'ils sont réceptifs avant, c'est formidable. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais tout ça, c'est à la louche, hein, voilà. Mais oui, bien sûr, mais il y a toujours des enfants qui se prennent de passion pour un truc. Moi, je dis toujours, à partir de 6 ans, c'est bien que l'enfant ait un appareil photo numérique. Vous prêtez ou donnez votre vieil appareil photo numérique. Les gens changent régulièrement, on a toujours un vieux qui traîne dans un tiroir. Surtout, ne lui donnez jamais votre smartphone. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'entre 3 et 6 ans, si vous pensez que c'est bien que votre enfant ait une tablette, vous lui dites, mon chéri, la famille va acheter une tablette familiale. Et vous achetez la tablette, et sur la tablette, vous marquez au feutre en haut, en gros, le nom de la famille. Et ensuite, vous lui dites, voilà, c'est une tablette familiale, et on va voir à quel moment tu peux l'utiliser. Bon, vous faites un deal, vous négociez avec lui le moment où il l'utilise. Et s'il ne veut pas la rendre, eh bien vous lui dites, regarde ce qui est écrit là. C'est le nom de la famille. C'est une tablette familiale, c'est pas ta tablette. Mais il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui commettent l'erreur d'acheter une tablette à leur enfant. Alors, si vous achetez une tablette à votre enfant, il ne faudra jamais la lâcher, c'est bien évident. Il n'est pas bête, je veux dire, donner ses données, reprendre ses volets. Imaginez que votre mari ou votre femme vous achète une montre, vous êtes très content, vous la regardez souvent, 3 jours après, votre mari ou votre femme vous dit, écoute, j'ai constaté que tu es toujours en train de regarder ta montre, ça ne me paraît pas très sain, je vais te la donner simplement quelques heures par jour. Vous diriez, mais t'es complètement fou, complètement folle. Tu me l'as offerte, elle est à moi, mais c'est exactement pareil. Un enfant à qui vous offrez une tablette, mais c'est normal qu'il ne veuille pas la rendre. Si vous la vous rendez tout de suite alors qu'elle est à lui, c'est qu'il faudrait vite l'emmener voir le psychologue. C'est normal. La réaction saine, normale, c'est de ne pas vouloir la rendre. Donc n'achetez jamais une tablette à votre enfant entre 3 et 6 ans. Achetez une tablette familiale, dont vous lui confiez l'usage à intervalles réguliers. Voilà, c'est vous qui en décidez. Et pour le smartphone, c'est encore plus problématique, parce que le smartphone, c'est vraiment un objet qui vous appartient. Alors, évidemment, vous pouvez jouer à un petit jeu sur votre smartphone. Voilà, vous êtes dans un café avec votre enfant, il n'a pas sa tablette, vous avez envie de jouer à un petit jeu avec lui ou chez vous, comme vous voulez. Le smartphone, pourquoi pas? On peut jouer avec un enfant avec un smartphone, mais pas lui prêter votre smartphone. Parce que votre smartphone n'est pas son jouet, c'est le vôtre. Et dans votre smartphone, il y a une grande partie de votre vie. Alors les enfants, très vite, ils sont plus dégourdis que vous avec le numérique. Et votre vie, ils iront la trouver à l'intérieur du smartphone. Et en plus, même s'ils ne vont pas chercher votre vie à l'intérieur du smartphone, ils auront envie d'avoir ce smartphone le plus souvent possible, parce qu'ils auront grandi avec, ils seront habitués. Et donc, du coup, on voit aujourd'hui cette absurdité qui est que des parents achètent un smartphone beaucoup trop tôt à leur enfant, dès 8 ans par exemple, et quand on leur dit « mais pourquoi vous avez acheté un smartphone plus tôt ?» Oh, même ce qu'ils seront, c'était la seule façon de récupérer le mien. Et ils la voulaient toujours. Alors, je leur dis, ben, il a fallu me dire voir avant, il ne fallait pas lui donner. Votre smartphone, non, vous ne le prêtez jamais, jamais, jamais à votre enfant. Et vous lui dites, de patienter tranquillement le jour et l'endroit. S'il a une tablette reliée au Wi-Fi, qu'est-ce que vous voulez, il fait les mêmes choses. Mais non, pas votre smartphone. Je vous assure, après, c'est un truc, c'est un nid à problème, hein, de prêter son smartphone à son enfant. Un nid à problème. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, ne pas l'utiliser de temps en temps avec lui. Et jamais, jamais, jamais le lui prêter. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui? On achète un smartphone à la 6e aujourd'hui? Par exemple, si vous décidez que c'est bien comme ça, à la campagne, des fois, ils l'achètent avant parce que il y a des enfants qui quittent la ferme familiale, qui vont à l'arrêt de bus, c'est loin, le matin il fait nuit l'hiver, et le soir il fait nuit déjà aussi l'hiver, donc des parents inquiets et tout. Mais donc du coup, ils achètent un smartphone plus tôt. Ça, c'est à régler, je veux dire, de toute façon, entre 9 et 12 ans, là, il y a la fourchette où c'est assez difficile, si on a soi-même un smartphone, de faire en sorte que son enfant n'en ait pas. Si on n'a pas de smartphone, c'est plus facile à gérer. Comme beaucoup de parents en ont un, en général, c'est dans cette tranche d'âge-là que ça se passe.
Mais en revanche, vous comprenez tout ce que je vous dis, que là aussi, il faut anticiper. Dès que l'enfant a 6-7 ans, ben, vous lui dites, peut-être, tu as pensé qu'un jour, tu auras un smartphone. Ouais, ben, vous dites oui. Et tu as déjà pensé à ce que tu en ferais? Vous discutez avec lui. Peut-être vous dire, oui, je regarderai la météo tous les matins. Il se fait dans la fenêtre, c'est encore plus facile. Et donc, vous discutez avec lui, puis vous décidez du moment où il pourra en avoir un. Par exemple, j'ai bien réfléchi, ou ton mari, ton père et moi, on a bien réfléchi, et ben, ça sera quand tu rentreras en 6e, pourquoi pas. Et à ce moment-là, ce qui est très important, c'est de dire oui, mais quand tu en auras un, tu feras comme nous avec. On est une famille. Tu as dû remarquer, mon fils, ma fille, que nous ne décrochons jamais notre téléphone pendant le repas, même quand il sonne. Même quand ta grand-mère appelle, tu as remarqué que je ne le décroche pas. Donc, tu ne décrocheras pas le tien non plus, même si c'est ton meilleur copain. C'est la condition absolue. Et tu as remarqué, encore les parents continuent, tu as remarqué que ton père et ta mère, nous n'emmenons jamais notre smartphone dans notre chambre, nous le laissons le soir sur la table. Eh bien, tu feras pareil. Parce que si vous n'établissez pas ce contrat, dès que votre enfant aura son smartphone, il l'utilisera pendant le repas et vous ne pourrez pas l'en empêcher. Vous lui direz, mais je lui dirai, moi je réponds, c'est normal, c'est ta grand-mère, c'est ma mère. Il va vous dire, oui, mais elle répète toujours la même chose. Moi, ma copine, moi, c'est toujours différent, donc c'est normal, moi, que je décroche. C'est toi qui es barjoté de décrocher pour ta vieille maman qui répète toujours les mêmes salades. En plus, elle est à la retraite, elle devrait savoir qu'elle a toute la journée pour appeler. Pourquoi elle appelle quand on est en train de manger? Tout ça est vrai. Tout ça est absolument vrai. Donc vous devez anticiper en disant, ben écoute, moi, tu feras comme nous, c'est-à-dire jamais décrocher pendant le repas, et donc ça, vous donnez l'exemple dès qu'il est tout petit, hein. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que le pédiatre il dise à la maman ou au papa, quand la maman aura accouché, ne décrochez jamais votre téléphone pendant le repas du bébé. Les gens vont dire, ben, si on avait su, on n'aurait pas eu. Non mais il faut bien comprendre que le monde a changé. Le monde a énormément changé. Personne n'est obligé d'avoir un enfant et personne n'est obligé de bien l'élever. Enfin, personne n'est obligé de l'élever d'une manière qui soit parfaite. Mais en revanche, on sait aujourd'hui que les enfants sont d'abord des imitateurs des comportements des parents et que si un enfant voit ses parents utiliser leur smartphone de manière raisonnable, l'enfant sera évidemment tenté d'utiliser le sien de façon déraisonnable, mais les parents pourront le remettre dans les clous en lui disant « Nous sommes une famille, nous avons une règle familiale. » Par exemple, chez nous, on mange à 8h du soir. Mon fils peut me dire « Mon copain, il mange à 9h. » Il y en a d'autres qui mangent à 7h. Je lui dis quoi? Je lui dis « Écoute, va demander aux parents de tes copains s'ils veulent bien t'adopter. Comme ça, tu seras dans leur famille. Tu auras d'autres règles de vie. Mais dans notre famille à nous, c'est ces règles-là. » Et donc ça, c'est très important parce que la famille est le premier groupe que l'être humain se constitue. Alors, toute sa vie, votre enfant va avoir affaire à des groupes dans lesquels il y aura des règles. Et ces règles, s'il veut être intégré dans les groupes, il devra les respecter. Et s'il ne respecte pas les règles du premier groupe où il doit s'intégrer à sa propre famille, il aura beaucoup de peine à s'intégrer aux règles d'autres groupes. Vous le civilisez en lui demandant d'adopter les règles de votre groupe. Mais votre groupe, il faut que vous respectiez vous-même les règles en premier. Donc, jamais pendant le repas, jamais la nuit. Dès qu'on a un enfant, on s'achète un réveil. On n'utilise plus son smartphone pour se réveiller, et comme ça, eh bien, on peut dire à son enfant, quand il grandit, tu vois, on a un réveil, on n'utilise pas notre smartphone la nuit. Parce que vous emmenez votre smartphone dans votre chambre pour vous réveiller le matin, et votre enfant emmène son smartphone, vous dites pourquoi, il dit pour me réveiller le matin. Ce que vous ignorez, c'est qu'il met une alerte à 1h30 pour regarder les vidéos qui passent qu'à 1h30 du matin. Il y en a 20% qui font ça. Donc, dès que vous laissez faire le téléphone, le smartphone la nuit dans la chambre, vous êtes perdu. Vous ne contrôlez plus rien. Donc, jamais de smartphone dans la chambre. Alors, s'il y en a parmi vous qui emmènent leur smartphone dans la chambre et leur enfant dans la, eh bien, vous leur dites, on est allé écouter un monsieur qui nous a parlé, etc. Et on se donne encore... Vous dites, on se donne encore 15 jours jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il faut que les règles soient claires, explicites, concernant tout le monde et anticipées. Vous savez, quand l'État adopte une loi,
il s'écoule toujours des mois, voire des années, des mois avant que la loi soit votée, des années avant qu'il y ait une période d'application. Comme ça, tout le monde a le temps de s'y habituer. Donc vous dites, voilà, ben, c'est bientôt la fin de l'année, ben, on se donne 15 jours, on continue à fonctionner comme par le passé, et à partir du 1er janvier, eh ben, chacun aura, pas dans son soulier, mais aura un beau cadeau, un réveil, se réveiller le matin, chacun laissera le smartphone sur la table du petit déjeuner. Dans 15 jours. Et vous savez, comme les calendriers de l'Avent, dans 14 jours, dans 13 jours, dans 12 jours, voilà. Donc, on anticipe, mais tout peut toujours être changé. Dites-vous bien que vos enfants, ils ont beaucoup plus de plasticité psychique que vous. Vous vous dites, oh là là, comment je vais y arriver? Eux, ils vous disent, oh là là, comment je vais y arriver? Mais en réalité, ils peuvent y arriver beaucoup mieux que vous. Donc c'est pour ça que c'est à vous que vous devez imposer la contrainte, d'abord, avant de leur imposer à eux. Eux, ça suit. Il y a un petit effet Larsen quand même là-dedans. Bon, je ne sais pas, peut-être je me déplace. Ah, c'est bien, voilà. Oui. Alors il y a une dame derrière, puis après une dame devant. Ah non, madame? Oui. Oui, j'ai la sensation que vous parlez du smartphone, de l'écran, avec son aspect ludique, on regarde la météo, on fait un jeu, etc. Avant 3 ans. J'ai la sensation que le smartphone, c'est aussi une fonction de faire un lien avec, de se sociabiliser, lien avec... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours contextualiser le temps d'écran que vous avez. Alors j'ai pris l'exemple des jeux vidéo, mais vous avez raison, on prend l'exemple du smartphone. On peut se désocialiser avec son smartphone ou se socialiser avec son smartphone, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, je ne pense pas que vous m'avez fait venir pour parler des avantages. Oui, les avantages, ils existent, mais souvent, ce qui préoccupe les parents, c'est de savoir quelles barrières, quelles précautions prendre avec leurs enfants pour que les écrans soient le mieux utilisés possible. Non, mais vous parliez des enfants qui vont en fait reproduire. Oui, ça complètement. Oui. Quand les parents vont laisser Oui. le téléphone. Mais déjà, dans certaines familles, c'est difficile de laisser ce téléphone justement parce que c'est un lien avec l'extérieur, c'est une façon de ne pas être isolé. Et déjà, pour l'adulte, c'est quelque chose qui est compliqué. Après, l'enfant, comment va-t-il recevoir ça? Bien sûr, bien évidemment, mais vous avez beaucoup de gens qui utilisent le smartphone pour privilégier des contacts à distance de telle façon que ça les écarte du désir d'avoir des contacts de proximité. C'est tout le problème du smartphone. C'est-à-dire, j'ai de la peine à avoir des contacts de proximité, donc je vais cultiver des contacts à distance, et je vais passer de plus en plus de temps à cultiver des contacts à distance, et je vais avoir de moins en moins de temps pour établir des contacts de proximité. C'est ce cercle vicieux qu'il faut casser. Parce que c'est vrai que dès que vous commencez à interagir avec votre smartphone, vous voyez presque plus la nécessité de parler aux gens qui sont près de vous. Parce que, encore une fois, ils partagent moins vos centres d'intérêt que les personnes avec lesquelles vous partagez des centres d'intérêt via Internet. Donc c'est ça la difficulté. Alors, évidemment, quand on est adulte, si on enrichit considérablement sa vie en interagissant en permanence via son smartphone avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que soi, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est que pour un jeune enfant, c'est très important d'avoir des contacts de proximité pour apprivoiser tout ce qu'il n'apprivoise pas encore, c'est-à-dire la relation, pour apprendre à gérer la relation. La relation sociale, l'être humain est un être sociable, mais il n'a pas la gestion de la relation sociale à la naissance. Il faut qu'il l'apprenne par essai-erreur. Voilà. Et c'est ce temps d'essai-erreur, souvent, qui est enlevé aux enfants qui ont un smartphone trop tôt ou qui l'utilisent trop souvent. Temps d'apprentissage par essai-erreur dans la réalité concrète, physique. Mais pour un adulte, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont la possibilité d'avoir des relations de proximité riches sont moins tentés d'utiliser leur smartphone. Le grand problème du smartphone, c'est les gens qui ont en effet un réseau relationnel assez pauvre. C'est pour ça que la meilleure manière de lutter contre la surconsommation d'écran, c'est d'établir des grands événements collectifs. Moi, je suis toujours dans les mairies que j'aimerais, organiser des bals populaires, organiser des concerts, organiser des expositions de photos, organiser des tas d'activités de proximité.
de manière à ce que les gens se rencontrent physiquement et qu'ils soient moins tentés de privilégier des réseaux à distance, parce qu'ils découvriront à quel point les relations de proximité peuvent être agréables. La fameuse semaine, dite parfois pour apprivoiser les écrans, ou dite parfois sans écran, c'est exactement son but, c'est de permettre à des gens pendant une semaine, pendant 10 jours, de proposer des tas d'activités. Tous ceux qui ont une activité à proposer la proposent, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, et du coup les gens se découvrent mutuellement. Donc ça c'est bien, parce que beaucoup de gens vivent solitaires, beaucoup de gens qui aiment les échecs vivent solitaires à jouer contre un ordinateur, parce qu'ils ne savent pas que deux étages au-dessus de chez eux, dans le même immeuble qu'eux, il y a peut-être quelqu'un qui désespère de trouver un joueur d'échecs et qui joue contre son ordinateur. Donc il faut absolument que les gens puissent se rencontrer pour découvrir qu'ils ont des centres d'intérêt partagés dans la réalité, qu'ils peuvent partager dans la réalité. Il y a la dame d'abord et après vous après. Non mais ça fait rien, revenez. C'est par rapport les écrans et les histoires. Je me souviens à l'âge de 3-6 ans, on sait qu'on tissait d'histoires que nos parents nous ont racontées. Et moi, ce qui m'affole un peu, c'est toutes ces applis où c'est des voix qui ne sont pas familières, qui vous racontent des histoires, alors que c'est tellement apaisant et tellement un moment privilégié très fort de raconter une histoire avec un livre ou son livre. C'est bien avec un livre. Et voilà, et donc voilà, je voulais juste dire ça. Et je voulais attendre votre réaction sur que, parce que vous avez parlé un peu de la narration, l'apprentissage de la narration, et ces complexités qui s'élaborent au fur et à mesure et en faisant. Il faut aussi parler que les voix humaines sont très importantes et que parfois l'écran prend le pas sur les voix humaines maternantes ou paternantes. Oui, si les enfants grandissent dans des familles où on leur raconte des histoires, c'est formidable. Mais il y a des enfants qui grandissent dans des familles où personne ne leur raconte jamais d'histoire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de là, quand on a affaire à des enfants de 7, 8, 9 ans, à qui aucune histoire n'a jamais été racontée, et qui n'ont pas développé le sens de la narrativité. Il y a deux façons d'envisager les choses. La première façon d'envisager les choses, c'est de dire qu'ils ne savent pas raconter des histoires. Pour arriver à en raconter, le mieux c'est qu'ils lisent des livres, et en lisant des livres, en lisant des romans, ils vont acquérir le sens de la narration. Le problème c'est qu'ils ne liront évidemment pas de romans. Donc la deuxième manière de faire, c'est de se dire, on va développer chez eux la compétence narrative en leur demandant de raconter des choses qu'ils ont vraiment envie de raconter. Alors que croyez-vous que les enfants et même les adultes ont envie de raconter? C'est ce qui les a le plus bouleversés. Qu'est-ce qui les a le plus bouleversés aujourd'hui? Le contenu des écrans. Par rapport à la monotonie de nos vies, ce qu'on voit sur les écrans nous met constamment, tous les jours, sans dessus-dessous. Donc les écrans, on est toujours motivé émotionnellement pour en parler. Donc l'autre manière, une fois qu'on a écarté l'idée de développer la narrativité, bon, par on peut raconter, en racontant des histoires que les enfants n'écouteraient pas, parce qu'en moins d'être un excellent conteur, il y a beaucoup d'enfants qui n'écouteront pas les histoires qu'on voulait leur raconter à partir de 8, 9, 10, 11, 12 ans, 13, 14, encore plus. En revanche, une fois qu'on a écarté l'idée de les faire lire, ils ne liraient pas. Une fois qu'on découvre qu'on n'est pas un excellent conteur, qu'on ne va pas pouvoir les captiver bien longtemps en leur racontant une histoire, qu'est-ce qui reste? Il reste le fait de leur faire raconter à eux les histoires des écrans. Et les leur faire raconter collectivement. Parce que collectivement, ils vont se corriger mutuellement. Il ne s'agit pas de prendre chaque enfant à part pour lui dire « raconte-moi Fortnite », et de faire un groupe d'enfants et de dire oh, « j'ai entendu parler de Fortnite, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est exactement? Racontez-moi. » Ils ont tous joué, 200 millions de joueurs. Donc, ils ont tous joué. Donc, raconte-moi, racontez-moi. Et là, ils se corrigent mutuellement, ils se complètent, et vous privilégiez leur compétence narrative, et en la privilégiant, vous augmentez leur compétence narrative. Non, si vous n'êtes pas convaincu, trouvez une autre méthode. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre. Ce que je veux dire, c'est que les livres lus, ils se tissent
lisent autre chose, ils se jouent autre chose. Oui, mais je ne vous parle, sur la narration. mais je ne vous parle pas de ces enfants-là. Je ne vous parle pas des enfants qui n'ont pas besoin de nous. Parce qu'ils sont dans une famille où on leur lit des livres, parce qu'on les emmène à la bibliothèque ou à la ludothèque régulièrement, parce qu'ils bénéficient de récits. Ces enfants-là, quelle chance ils ont. Moi, je vous parle de tous les autres. Ceux qui sont à l'école à 9, 10 ans, 12 ans, qui sont incapables de construire une histoire, qui ne tiennent pas en place, qui ne pensent qu'à leurs jeux vidéo qu'ils vont retrouver le soir, je pense à ceux-là. On ne parle pas des mêmes. Bien sûr, si vous voulez, dès qu'on parle des écrans, il faut distinguer deux choses. Premier problème, comment faire en sorte que les enfants qui naissent aujourd'hui, ou qui ont 3 ans aujourd'hui, grandissent le mieux possible avec les écrans. Et là, vous êtes dans les clous. Racontons-leur des histoires, et tout, vous avez raison. Mais il y a une autre catégorie d'enfants. C'est ceux qu'on a plongés dans la marmite de la télévision beaucoup trop tôt et beaucoup trop massivement. Et ceux-là, on les trouve complètement déstructurés à 8, 9, 10, 11 ans. Et c'est avec ceux-là qu'il faut justement stimuler la narrativité, implémenter la narrativité en leur faisant raconter les images qu'ils ont vues. Il faut toujours garder à l'esprit ces deux aspects. Ceux qui viennent, 3, 6, 9, 12, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans une famille où il y a 3, 6, 9, 12, qu'il va quand même falloir rattraper par les cheveux. Et là, leur faire raconter des choses, leur faire faire de la photo, leur faire faire du cinéma, et leur faire raconter ce qu'ils filment. Il y a eu un concours il y a quelques années de la ville de Paris, c'était très bien. On demandait une photo et un petit texte sur la photo. Ça très très bien. C'est-à-dire, on fait des images, on raconte les images. Et si on raconte quelque chose, éventuellement, le pédagogue peut dire, et si on en faisait une image, on peut faire un dessin si l'enfant est petit, ou un collage, ma façon des surréalistes, un collage avec on achète quelques journaux, quelques illustrés, puis on découpe des trucs, on les colle, voilà. Vous voyez, apprendre à passer, l'avenir appartient aux enfants qui sauront à la fois utiliser le langage pour la narrativité, mais aussi qui sauront gérer les images, parce qu'on rentre de plus en plus dans l'image. Et comment est-ce qu'on apprend à gérer les deux? En passant de l'un à l'autre. C'est-à-dire, si je raconte, je suis invité à faire une image. Si je passe du temps sur les images, les jeux vidéo, etc., je suis invité à les raconter. C'est ces passages qu'il faut favoriser. Oui. Je me posais la question autant la maîtrise de la durée, ça va encore, j'arrive à faire. Mais ce que je trouve plus compliqué, c'est la maîtrise du contenu des écrans, d'autant qu'arrivé à un certain âge, ils veulent être tranquilles, ils veulent décider eux-mêmes. Dès 8 ans, dès 7-8 ans, ils veulent décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent regarder dans leur chambre. Oui. Enfin, c'est mieux qu'ils n'aient pas de télévision dans leur chambre quand même. Non, mais avec la tablette, par exemple. Oui, on peut leur dire que la tablette, c'est au salon, c'est pas dans la chambre. Ça, il faut le décider une fois pour toutes. Il y a le nom de la famille dessus. Alors, la famille, elle n'est pas dans sa chambre, la famille, elle est au salon. Mais en tout cas, je trouve ça pas simple, d'autant qu'en fait, ils sont plus habitués à voir un film, justement. Ça les oui, ils ne regardent pas de film. Ils regardent des vidéos. Des vidéos courtes. Des vidéos courtes. C'est YouTube, 80%. Oui. Oui. Je trouve ça vraiment compliqué d'avoir une maîtrise là-dessus. Vous n'en aurez pas. Mais voilà. Vous ne pourrez pas en avoir. Mais vous savez, dans ma génération, les jeunes voulaient une mobilette. On partait dans le terrain vague, au bout de la rue, sur les endroits où il y avait des friches industrielles à cause des bombardements. Mes parents ne savaient jamais ce qu'on y faisait. Si vous voulez, l'idée, c'était que s'il nous arrivait un problème, il fallait qu'on sache qu'on pouvait leur en parler. Faites le même raisonnement. C'est-à-dire, de toute façon, vos enfants, ils n'ont d'avenir que s'ils vous échappent. S'ils ne vous échappent pas, ils n'ont qu'un avenir. Donc, qu'ils vous échappent, c'est ce que vous pouvez leur souhaiter de mieux. Vite, vite, vite. Mais on est là quand même. On est là, si tu as envie de revenir, tu reviens quand tu veux. Tu reviens mentalement, je veux dire, tu parles de ce que tu vois, de ce que tu fais, etc. Mais le fait qu'ils veulent aller dans des endroits où vous n'êtes pas, c'est le moyen qu'ont tous les ados pour commencer à échapper à leurs parents. D'ailleurs, beaucoup d'ados, alors moins maintenant, c'est moins vrai, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a les youtubeurs, il y a les smartphones, mais dans ma génération un peu après, il y a 30 ans, beaucoup de jeunes jouent aux jeux vidéo, moins par intérêt pour les jeux vidéo que pour semer leurs parents. Parce que quand ils étaient dans les jeux vidéo, leurs parents ne pouvaient pas leur courir après.
Les parents ne comprenaient rien à ce qui se passait, et quand les parents disaient « qu'est-ce que tu fais ?», les enfants disaient « de toute façon tu ne comprendras rien, laisse-moi tranquille », voilà. Et ils fuyaient dans les jeux vidéo leurs parents. Et aujourd'hui, ben, ils fuient dans les youtubeurs et les youtubeuses. Mais il y en a d'excellents, hein. Il y en a d'excellents. Donc vous allez les regarder, et puis vous vous demandez, vous dites, ben, j'en ai trouvé un très bon. Vous ne dites pas lequel tu regardes, il ne vous le dira pas, mais vous en trouvez un, vous, qui vous plaît, qu'est-ce que tu en penses? Vous racontez ce que... Il faut toujours donner l'exemple. Donc vous racontez ce que le youtubeur a dit, un truc qui vous a vachement intéressé. Oh, dis donc, j'ai écouté, il a raconté ça, blablabla, c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tes copains le connaissent? Est-ce que vous en parlez? Voilà. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les contenus. Et même, il ne faut pas essayer. Alors, bannissez définitivement tous les logiciels qui permettent de contrôler après coup les puces pour suivre les géolocalisations, tout ça. C'est catastrophique. Hein. Parce que vous serez toujours perdant à ce petit jeu-là. Parce que très vite, les enfants qui sont suivis, pistés, espionnés le découvrent. Et très vite, ils développent ce qu'on appelle un profil de l'ombre. C'est-à-dire ils apprennent à se déplacer sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, dans la réalité, en se cachant. Et vous croyez que vous savez où ils sont, mais ils n'y sont pas. Et ils sont là où vous ne saurez jamais qu'ils étaient, parce que comme ils ont compris que vous les suivez, ils ne vous diront pas où ils vont. Parce qu'ils iront évidemment là où vous ne savez pas qu'ils vont, mais ils ne vous diront pas qu'ils y vont. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que nos enfants nous disent là où ils vont quand ils y vont. Quand ça se passe mal, quand ça se passe bien, ils nous disent un peu, mais bon, si ça se passe mal, ils nous en parlent. Mais un enfant qui sait qu'il est suivi, dans la réalité ou sur Internet, il n'adoptera pas cette attitude-là. Oui. Il y a un micro quelque part, mais alors je ne sais pas où il est passé. Savoir s'il existait des structures pour accompagner les familles qui n'y arrivent pas en fait avec leur enfant. Ils ont beau être, voilà, suivre vos organisations et ils n'y arrivent pas. Oui, alors il y a les écoles des parents et des éducateurs, les EPE, tapez sur Internet EPE, école des parents et des éducateurs. L'expression est un peu ringarde, mais c'est une bonne structure. Et autour des écrans, on a développé une activité qui permet justement aux parents d'échanger leurs expériences autour des écrans. Ça s'appelle Éduc-Écran. Donc c'est un animateur DPE qui réunit les familles, voilà, par, je sais pas moi, 8, 15 parents, et puis le jeu a pour but de permettre aux parents d'échanger des informations entre eux sur les difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion des écrans avec leurs enfants. Donc il y a des EPE, il n'y en a pas absolument partout, mais enfin, il y en a quand même pas mal en France. Sinon, peut-être dans des clubs, dans des maisons de jeunes, vous pouvez trouver aussi des gens, mais là, je ne connais pas le réseau. Par contre, si une EPE est trop loin de chez vous, peut-être ils connaissent des contacts plus proches de chez vous. Il faut leur demander. Contactez l'EPE la plus proche de chez vous, puis vous verrez avec eux. Oui. Oui, tout à l'heure, vous parliez de quelque chose que vous avez appelé la semaine sans écran. Oui, tout à fait. Alors j'avais entendu dire, mais je n'ai pas de connaissances approfondies là-dessus, que ça se faisait dans certaines écoles à titre expérimental, dans le cadre de projets d'école. Oui. Et donc ma question est la suivante, pendant cette semaine sans écran, pardon, ah, ça c'est ce que j'ai refoulé longtemps en moi, ça. Donc, pendant la semaine sans écran, qu'est-ce qu'on... On fabrique autre chose à la place. Oui, tout à fait. Quelle est la substitution qui vient? Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, j'aime pas cette expression semaine sans écran parce qu'en fait, il ne s'agit pas de supprimer complètement les écrans. Personne ne le pourrait. Beaucoup d'adultes ont besoin des écrans, les mails arrivent, les réseaux sociaux les stimulent, il peut y avoir un match de foot, une retransmission, on adore ça, voilà. Donc, il ne s'agit pas de sans écran. C'est pour ça que je préfère semaine, on dit des fois, pour apprendre à vivre autrement ou pour apprivoiser les écrans. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, elle est préparée plusieurs mois en avance. Et le but, c'est que pendant cette semaine, les gens vont essayer de réduire leur consommation d'écran à ce qui est vraiment
à ce qui leur paraît vraiment le plus important. Et donc pour s'assurer que les gens, adultes, enfants, parents, grands-parents, vont bien réduire leur consommation d'écran, on leur demande de remplir un petit papier quelques jours avant le début de la semaine sur le temps d'écran, leur temps d'écran quotidien, et puis on leur demandera de remplir le même petit papier à la fin de la semaine pour qu'ils disent le temps d'écran qu'ils y ont passé. Et donc plutôt une semaine d'abord tous les jours, et ensuite la semaine sans écran, une autre tous les jours. Et donc pendant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, comme je disais tout à l'heure, tous les gens, tous les parents, grands-parents qui ont envie de proposer un atelier vont proposer un atelier. Donc à la sortie de l'école, au lieu que les enfants se répartissent, ils vont chacun chez eux regarder la téloche, ils vont être encadrés dans divers ateliers qui vont être faits dans les écoles, dans les mairies, dans les clubs, dans les maisons de jeunes. Et l'idée, c'est qu'il y aura des activités proposées par des éducateurs de métier, mais il y aura aussi des activités qui peuvent être proposées par tous les parents qui ont envie de proposer une activité sur une semaine. Une dame qui envoie un monsieur qui a envie d'apprendre le point de croix, d'apprendre la cuisine, faire la tarte aux pommes, apprendre, je sais pas moi, à faire de la maçonnerie, apprendre à jouer aux échecs, ou pourquoi pas même apprendre à faire un film, ou apprendre à faire une vidéo. Et l'idée, c'est des petits ateliers de gens comme vous et moi, qui peuvent avoir une compétence et qui vont en faire profiter un petit groupe pendant une semaine. Et l'idée, c'est que les gens, le but c'est quoi? Le but, c'est que les gens se rencontrent. Ah le pharmacien, il fait un groupe jeux vidéo, on n'aurait jamais cru qu'ils connaissent les jeux vidéo. Ou alors le boulanger, ou je sais pas, l'éducateur, il fait un groupe photo, on ne savait pas qu'il faisait de la photo. Voilà. C'est ça l'idée, hein, c'est de favoriser. C'est désenclaver, c'est de favoriser ce qu'on appelle du lien social. Et je vous assure, c'est dans la création, c'est uniquement dans la création du lien social que se trouve la résolution du problème de la surconsommation des écrans. Le grand problème des écrans, c'est de créer un cercle vicieux. C'est-à-dire, avant, je m'ennuyais, je sortais de chez moi, je flânais, j'allais au café, je tournais en rond, je finissais par rencontrer quelqu'un, discuter avec lui. Aujourd'hui, je m'ennuie, je m'abonne à Netflix. Je suis tranquille toute la journée, toute la nuit. Moyennant quoi, je ne sors plus, moyennant quoi, je ne rencontre plus personne, moyennant quoi, j'ai l'impression que je suis tout seul, et c'est vrai. Et c'est ce cercle vicieux qu'il faut casser. Et ça, on le casse, alors notamment avec cette fameuse semaine, certains font une dizaine pour inclure le week-end. Semaine ou dizaine. Vous trouverez, en tapant sur Internet, hein, vous trouverez des exemples de villes, ça peut être une ville, ça peut être un quartier, une école, c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut que ce soit une grande école pour qu'il y ait beaucoup de parents, voilà. Mais le mieux, c'est un quartier, ou même des fois une ville. Oui. C'est pour ça que l'initiative des parents des petits écrans, qui vous invitons ce soir, c'est de créer des instants, pas sur une semaine regroupée, mais sur tout le reste de l'année, avec des moments thématiques. Là, aujourd'hui, on est plutôt des adultes, mais avec des temps qui seront aussi pour les enfants. Et ceux qui sont intéressés justement pour participer, parce que l'idée c'est aussi qu'on se rencontre et qu'on se socialise, vous avez vu, on est à peu près tous au fond, là, les petits écrans. Transmettez-nous vos mails, prenez contact avec nous, venez nous voir pour qu'on puisse ensuite échanger et voir, parce que nous on a été voir les institutions, que ce soit Médiathèque, la Maison des Solidarités qu'on a évoqué, la PMI, etc. Mais on est aussi intéressé que les initiatives viennent de vous et qu'on partage ça sur qu'est-ce qu'on fait avec les écrans, autour des écrans, sans, voilà, avec, sans, enfin, voilà. C'est très bien, donc vous allez pouvoir commander aux éditions RS beaucoup de flyers 3, 6, 9, 12. À partir de ces images, justement, on est parti sur une diffusion au niveau des écoles. Certaines écoles, on a demandé l'autorisation, la permission pour les afficher. Et les 3, 6, 9, 12 sont sur les panneaux d'affichage des parents d'élèves des différentes écoles de la ville. Très bien, mais sachez qu'il y a des documents comme ça, des petits flyers, quoi, ça c'est le dedans, mais il y a, enfin, c'est le dehors, mais il y a des choses aussi dedans, il y a des informations dedans. Donc ces flyers, commandez-les aux éditions RS, hein, et ils vous en donnent, et après, ben, vous les distribuez hein, largement. Parce que les flyers, c'est bien, on les ramène chez soi. Si on veut les mettre sur le réfrigérateur, on les met sur le réfrigérateur, ou à côté de la télé, on peut s'y reporter. Voyez. L'idée des flyers, c'est qu'on en discute, c'est que c'est encore plus efficace que les affiches pour en discuter, on les ramène chez soi. J'ai ramené ça, qu'est-ce que ça raconte? On en discute, voilà. Les gens peuvent en prendre plusieurs, les distribuer à leurs voisins. Il y a d'abord une dame, puis après vous.
Madame Je voudrais revenir un peu sur les 12 ans, l'entrée au collège. Il y a donc une nouvelle mesure depuis cette année d'interdiction du portable dans l'enceinte du collège. Bon, pourquoi pas, c'est un peu comme quand on interdit la cigarette. Mais la question que vous me posez, c'est que du coup, en termes éducatifs, dans la relation entre les enseignants, les élèves, c'est comme si on mettait de côté ce portable. On n'en parle plus parce qu'il n'est plus là pendant 3-4 ans. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, il y a beaucoup d'écoles qui avaient interdit le téléphone. Toutes les écoles privées l'avaient interdit depuis longtemps et ça passe comme une lettre à la poste, ça ne pose pas de problème. Il suffit de le dire au départ, quoi, voilà. Alors en revanche, la différence avec les cigarettes, c'est que les enseignants peuvent l'utiliser. Donc c'était d'ailleurs, vous savez, un amendement qui n'a pas été voté, c'était que les enseignants soient soumis à la même règle que les enfants, l'exemplarité. Pour des raisons électorales, les enfants ne votent pas, les adultes votent. Donc on interdit facilement les smartphones aux enfants, ils ne votent pas. Mais on ne touche pas au smartphone des adultes parce qu'ils votent. Ah, le problème, c'est que ça touche un problème d'exemplarité quand même. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'exception éducative. Donc notre ministre Blanquer l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'en fait, les smartphones sont interdits d'utilisation libre, mais tous les enseignants ont la possibilité de demander aux élèves d'utiliser leur smartphone pour travailler. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est le mouvement qui s'appelle Bring Your Own Device en anglais. Ça veut dire apporter votre propre matériel. Ça veut dire que plutôt que d'acheter 25 ou 35 tablettes parce qu'il y a 35 enfants, on leur demande à chacun d'apporter leur smartphone. Et ça fait autant d'économiser pour la région qui n'a pas de tablette à acheter. Chacun apporte son matériel. Donc Blanquer, qui a bien compris l'importance du numérique, encourage beaucoup le mouvement Bring Your Own Device, c'est-à-dire que les enseignants qui ont envie que leurs élèves travaillent avec leur smartphone sont encouragés à le faire. Il y a les deux choses dans la mesure Blanquer, mais il a été assez habile pour que les parents qui veulent entendre que le smartphone est interdit, entendent que le smartphone est interdit. Il a été assez habile pour que les enseignants qui ont envie d'entendre que l'utilisation maintenant est possible, entendent que l'utilisation est possible. Il a gagné sur les deux tableaux. En fait, il y a les deux. Les deux sont liés. Et à mon avis, c'est très bien. Les deux sont très bien. Mais encore une fois, c'est pas un scoop, parce que le téléphone mobile était déjà interdit dans beaucoup d'établissements. Oui, monsieur. Vous avez parlé beaucoup de la famille. Est-ce que les choses peuvent se faire de la même façon dans une famille dite monoparentale? Ah ben oui, je l'ai évoqué. J'ai dit quand un parent a besoin d'avoir une demi-heure, bon, je vais pas martelé, mais un parent qui est tout seul, qui sort du boulot, qui court à la crèche, qui va chercher son enfant, qui court à la maison, ben, il a besoin d'avoir un peu de temps pour lui. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, mettez des comptines. C'est pour ça que j'ai dit, prenez 10 minutes pour jouer avec votre enfant avant de laisser 20 minutes tout seul. Bien sûr. C'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut essayer ce que les comptines et jouer un peu. Voilà. Et garder éventuellement la télévision, 10 minutes, un quart d'heure. La télévision n'est pas un produit toxique, c'est-à-dire c'est la différence avec ce qu'on appelle les substances addictives. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, attention, il ne faut pas mettre 10 cc d'alcool dans le biberon, mais un cc, c'est pas trop grave. Non, 10 cc, c'est très grave, un cc, c'est grave aussi. Mais 1 centimètre cube. Mais en revanche, les écrans n'ont rien de toxique. Le problème des écrans, c'est qu'ils enlèvent du temps. Donc si vous voulez, comment dire ça, si votre enfant a un devoir de mathématiques à faire, et en même temps un match de foot, il va faire le match de foot, il rentre du match de foot, vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire, ben écoute, t'as pas eu 2 heures pour travailler, tes mathématiques, t'as fait 1 heure de foot, donc pendant l'heure qui reste, on va mettre les bouchées doubles. Normal. Mais si votre enfant, vous êtes obligé de le mettre une demi-heure dans la télé, vous allez lui dire, ben écoute, je m'excuse, j'ai oublié de te mettre une demi-heure à la télé, maintenant on va mettre les bouchées doubles. Ça va être quoi de mettre les bouchées doubles? Interagir avec lui. Je te lis une histoire, on joue au cube et tout, quoi, voilà. C'est-à-dire vous allez rattraper le défaut d'interactivité qu'il a eu pendant son temps d'écran par une interactivité riche pendant le temps où vous allez être avec lui. Tout peut toujours se rattraper. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une toxicité. Les écrans ne sont pas des produits toxiques. Simplement, il faut faire en sorte que l'enfant ait le plus d'interactivité possible. Donc si vous êtes obligé à un moment de le mettre devant l'écran, il faut rattraper par beaucoup d'interactivité le reste du temps. Et encore une fois,
un petit nombre d'heures d'éveil à cet âge-là. Oui. Ça pourrait être intéressant d'entendre un enfant, une parole d'enfant qui soit l'avocat du diable, un peu, qui dise comment il tient vraiment à ça comme quelqu'un de dépendant. Hein, et donc, je ne peux pas trop le jouer, ça, mais disons que il pourrait y avoir des difficultés, peut-être, quand les enfants sont uniques et les parents peu disponibles, par exemple s'ils reçoivent des mails professionnels le soir, etc., à défendre l'exemplarité. Et beaucoup d'enfants présentent les écrans et le smartphone comme un moyen d'avoir des frères et sœurs, par exemple, à travers les amitiés qu'ils peuvent avoir autour d'eux, et de lutter contre l'abandon, contre des angoisses abandonniques avec le portable. Ils ont beaucoup d'énergie pour défendre ça. C'est comme une dépendance. Oui, mais ces angoisses abandonniques, elles se sont bien créées à un moment. Ce qu'on sait, c'est que si un enfant veut interagir avec un parent, que le parent n'est pas disponible. Si un enfant veut interagir avec un parent, oui, c'est notre proximité qui crée le... Si un enfant veut interagir avec un parent, que le parent n'est pas disponible et que le parent est sur un écran, l'enfant va sur l'écran pour se consoler, et petit à petit, il développe une habitude d'avoir affaire à l'écran. Ça, c'est classique. Voilà. Et Pierre a dit c'est maltraitant de l'empêcher d'être sur les écrans. Il accuse le parent de maltraitance. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, mais c'est toujours de bonne guerre, ça. Oui, bien sûr. Dans la réalité, c'est souvent que les enfants qui se réfugient dans les écrans sont les enfants de parents qui sont non disponibles. Alors, ça peut être des parents dans les écrans, mais traditionnellement des parents très déprimés, des parents très accaparés par leur travail, des parents toujours en colère parce qu'ils sont à la limite du burn-out sur leur lieu professionnel. C'est ça le problème, quoi. Je veux dire, si les parents étaient toujours heureux, disponibles, tranquilles, zen, beaucoup d'enfants iraient beaucoup moins sur les écrans. Oui. Ça crée certaines dépendances. Chez les adultes aussi, d'ailleurs. Oui, alors il y a quelque chose qui s'appelle le gaming disorder, qui est l'addiction aux jeux vidéo, qui a été décrété par l'OMS, mais il n'y a que les jeux vidéo aujourd'hui qui sont retenus pour créer une addiction. Il n'existe aucune autre forme d'addiction reconnue par la communauté internationale que le gaming disorder. Et dans le cas des jeux vidéo, c'est assez particulier parce que les jeux vidéo sont des produits qui sont spécialement fabriqués pour retenir les consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de gaming disorder sur le modèle des jeux de hasard et d'argent. Alors les réseaux sociaux ont intégré beaucoup de stratégies pour essayer de retenir les utilisateurs, mais avec un succès mitigé, puisque vous savez que les réseaux sociaux, quand même, Facebook, ils perdent de plus en plus. Hein, voilà. Mais les jeux vidéo, ils montent de plus en plus. Donc la seule addiction à une forme d'écran aujourd'hui, c'est le gaming disorder, addiction aux jeux vidéo. Ce qui ne veut pas dire que tous les jeux vidéo aient le pouvoir de créer une addiction. Hein, c'est seulement certains jeux vidéo. Mais justement, c'est assez compliqué aujourd'hui parce que l'expression gaming disorder peut laisser croire que tous les jeux vidéo pourraient provoquer une addiction, ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez, le problème de l'addiction est très compliqué en fait. C'est que il faut à la fois une disponibilité. Il y a trois éléments. Il y a le produit lui-même qui a un pouvoir addictogène plus ou moins important. Donc il y a des jeux vidéo assez addictogènes et il y en a très très peu d'addictogènes. Il y en a qui ne sont pas du tout addictogènes. Les gens de Zelda, c'est pas du tout addictogène. Puis vous avez un facteur personnel qu'on appelle l'addictivité. Plus une personnalité est fragile, plus elle est abandonnée, plus elle se sent seule, plus elle a l'impression qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, plus elle a une addictivité importante sur le risque de se scotcher à un jeu vidéo. Et puis vous avez l'environnement. Si cette personnalité vit dans un environnement très stimulant, très empathique, elle peut échapper aux jeux vidéo. Si elle vit dans un environnement qui lui répète sans arrêt « t'es foutu, t'es un pauvre con, tu feras rien dans la vie », ben, la personne déjà dévalorisée, avec un jeu vidéo très moyennement addictogène, elle peut devenir
addict aux jeux vidéo. C'est pour ça que, si vous voulez, la lutte contre l'addiction aux jeux vidéo, c'est le réseau social, c'est modifier l'environnement. Le jeu, c'est les fabricants, on ne peut pas les modifier. Les personnes, la personnalité des gens, c'est leur personnalité, c'est difficile d'agir dessus, sauf quand on est psychothérapeute, on ne peut agir que sur le milieu social, le troisième élément. C'est pour ça qu'il faut créer du lien. C'est la meilleure manière d'éviter que les gens développent le gaming disorder. Voilà, ben écoutez, on arrive à peu près à la fin. Il y a encore une autre question? Oui. Dans notre entourage, on connaît une petite fille qui a 3 ans et qui est dans un milieu où il y a la télévision toute la journée. Elle a une tablette en plus et elle ne mange que devant l'écran smartphone. Et pourquoi vous dites ça? Pour qu'on fasse des cauchemars? Oui. Non, mais ça existe, ça existe. Il y a une publication américaine récente qui a isolé, pour étudier leur cerveau, les enfants de moins de 6 ans qui passent plus de 7 heures par jour dans les écrans. Donc oui, on en trouve même suffisamment pour faire des publications étayées sur un grand nombre de cas. On en trouve. Et connaissez-vous la conclusion des chercheurs? Non, ils ont un cerveau différent, c'est un IRM. Mais on ne sait pas ce qu'ils deviendront. En fait, si vous voulez, rien n'est démontré. Mais dans l'état actuel des connaissances, on peut dire qu'il y a un principe de précaution, quoi. Voilà. Mais bon, 7 heures, j'étais scié quand même qu'ils trouvent un échantillon assez gros de 7 heures plus de 7 heures pour un enfant tout petit. Hein. C'est plus que les horaires de classe, un enfant non scolarisé, j'imagine. Oui. Oui, mais les écrans ont une particularité, c'est qu'ils vous immergent dans un éternel présent. Je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, non? Pas? Essayez, vous verrez, le temps passe. Le temps, non mais c'est vrai, c'est très important. Non mais les jeux vidéo ont beaucoup de vertus. Non mais c'est vrai, il faut le savoir. Hein, certains jeux vidéo peuvent beaucoup augmenter certaines capacités. Pas toute la narrativité zéro, mais par contre la capacité d'attention, de concentration, de rapidité de raisonnement, de rapidité de choix, de capacité à distinguer des tons de gris dans la pénombre, tout ça c'est énormément stimulé par certains jeux vidéo. Mais vous verrez que vous voyez encore moins le temps passer qu'avec la télévision. On peut s'endormir dans la télévision. J'ai jamais entendu parler de personnes qui s'endormaient devant un jeu vidéo. Le jeu vidéo vous réveille à tout moment. Vous avez les lumières bleues des LED, on n'en a pas parlé, mais les lumières bleues des LED qui réveillent sans arrêt, quoi. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Merci de votre attention. Voilà. Merci à vous.